Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Lisa et aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une ressource qui m'a pas mal aidé à arrêter de fumer à l'époque, qui s'appelle Tuméfu. Bon, déjà pour resituer, moi j'étais une très grosse fumeuse. Ça faisait depuis, je pense depuis que j'étais au lycée que je fumais et je fumais beaucoup, beaucoup. Et pendant tout un temps, j'envisageais pas du tout d'arrêter parce que j'avais l'impression que ça faisait presque partie de mon identité en fait et ça me paraissait assez insurmontable comme entreprise, quoi, l'arrêt du tabac. Et puis, je sais pas, il y a eu un jour où je me suis dit, bon, allez, je me lance. C'était surtout par inquiétude vis-à-vis de ma santé. Et du coup, j'ai arrêté pendant plusieurs mois avec des patchs. Et il y a eu un moment où je sentais que j'avais très envie de reprendre et que j'avais du mal à rester ferme sur cette résolution-là. Et donc, on m'a conseillé de lire cette petite brochure dont je vais vous parler qui s'appelle Tuméfu. Tuméfu, c'est vraiment une démarche d'arrêt total et complet. Donc ça s'inscrit pas vraiment dans la réduction des risques. Ça conviendra pas à tout le monde. Moi, je sais que mon besoin à ce moment-là, c'était un vrai besoin d'abstinence totale. J'avais besoin de me prouver que c'était possible et c'est ce que je voulais, quoi. Après, donc c'est pour ça, enfin, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc moi, je vous partage quelque chose qui m'a aidé moi. C'est pas une vérité absolue et c'est pas du tout applicable à tous et à toutes. Mais donc voilà, je me propose aujourd'hui de vous expliquer un peu moi ce que j'ai trouvé dans cette méthode. Déjà pour commencer, en fait, Tuméfu, c'est la réécriture de la fameuse méthode d'Allen Carr et cette méthode elle est très marquée par... Enfin, c'est un Américain, c'est un homme blanc d'une cinquantaine d'années américain, donc c'est très marqué par un truc fort de développement personnel, de méritocratie, un truc un peu réac et pas très inclusif dans la méthode de base. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que c'est une réécriture qui est beaucoup plus inclusive. Ça se sent que c'est un mec assez militant qui a réécrit ça pour que ce soit... pour sortir un peu de cette morale judéo-chrétienne qui était pas mal véhiculée dans la méthode de base. Du coup, c'est assez chouette. En fait, la question qui va être posée dans cette méthode-là, c'est, par rapport aux méthodes classiques, c'est pas pourquoi arrêter, pourquoi est-ce que je devrais arrêter, c'est plutôt pourquoi est-ce que je continue de fumer, en fait. Et vraiment l'idée forte avec cette méthode-là, c'est de comprendre la dépendance physique à la nicotine, comprendre le conditionnement psychologique. Et en fait, c'est de dire arrêter de fumer, c'est pas un sacrifice, c'est pas un exploit, parce en fait, on ne renonce à rien. Il n'y a pas de plaisir à fumer. Et ça paraît assez provocateur, on va dire, pour des personnes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Parce que même moi, je me dis, mais bien sûr que si, il y a du plaisir à fumer. Moi, ça m'aide quand je suis stressée. Moi, c'est mon plaisir quand je fais des pauses au taf, etc. Et en fait, là, ça va vraiment déconstruire cette croyance-là, ce conditionnement de se dire, la clope, c'est mon plaisir. Et en fait, c'est vraiment déconstruire ce truc-là, et moi, ça m'a beaucoup aidé. Dans un premier temps, il va aborder la question de la dépendance physique à la nicotine. Et du coup, c'est là où il va vraiment insister sur le fait que le plaisir qu'on pense trouver, c'est en fait le soulagement d'un manque. Il prend l'image d'une sirène, par exemple, d'ambulance, ou d'une alarme de voiture. Et en fait, c'est comme si tu as une alarme de voiture qui va sonner pendant 20 minutes, et quand ça s'arrête enfin, tu vas ressentir du plaisir. Mais en fait, ce plaisir-là, c'est juste l'arrêt d'une forme d'agacement. Et donc lui, il explique que c'est pareil pour la clope. C'est comme si tu continuais d'acheter des chaussures trop petites pour le plaisir de pouvoir les enlever à la fin de la journée. La cigarette, elle va soulager seulement partiellement, en plus, le manque qu'elle a elle-même créé. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment... Enfin, moi, je l'avais vécu, quoi, en tant que grosse fumeuse, ce truc où t'as beau fumer plein de clopes, plus tu fumes, plus il y a une espèce de sentiment de frustration où t'as même pas fini une clope que t'as envie d'en rallumer une autre. Parce que du coup, c'est vraiment ce cercle vicieux, c'est une espèce de réaction en chaîne où t'entretiens du manque et de l'agacement, et seule la clope peut soulager le manque qu'elle a elle-même créé. Et c'est vraiment l'idée de casser ce truc-là et se dire, au lieu de se dire, putain, fais chier, je suis obligée d'arrêter, c'est se dire, ah, enfin, je vais plus être obligée de continuer. C'est vraiment ce changement de paradigme un peu. Il explique que les symptômes physiques du manque de nicotine, finalement, ils sont relativement légers.
On va dire que c'est une insatisfaction, une espèce d'irritabilité de fond, mais c'est pas un manque physique qui va te réveiller la nuit, où tu vas être en souffrance, en sueur, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'on continue? Donc il y a cette partie de dépendance physique, et il y a aussi un conditionnement psychologique. Et ce conditionnement psychologique, c'est ce qui nous fait penser que on peut pas se passer de la clope. Et ça, c'est aussi le résultat, vraiment, il l'explique bien, de campagnes agressives de marketing, de lobby du tabac, où on associe la clope pour les hommes à la virilité, pour les femmes à l'émancipation, à l'empowerment, avec vraiment ce truc de liberté individuelle. On veut pas se priver de notre liberté individuelle, notre plaisir, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment un conditionnement qui est hyper ancré et dont il faut réussir à se libérer. Il va prendre, par exemple, 3 situations typiques dans lesquelles on a envie de fumer. Il va prendre le stress. Et donc, en fait, il explique que quand on est stressé, on a l'impression que la clope soulage, mais c'est juste que quand on est stressé, l'agacement lié à l'envie de nicotine, ça ne fait que renforcer notre stress. Et donc, si on arrête de fumer, on sera toujours stressé dans les moments stressants, mais on sera toujours moins stressé que si on fumait, en fait. Et l'ennui, c'est pareil. Dans un moment d'ennui, on n'a plus rien pour nous détourner, pour nous divertir ou pour nous détourner de l'envie de nicotine. Et donc, on a l'impression qu'on a très envie de fumer. Et il parle aussi de la concentration. En fait, le fait d'avoir l'impression que la clope, ça nous aide à nous concentrer. Clairement, quand on est concentré sur un truc et qu'on fume machinalement, qu'on s'est allumé une clope en même temps, on se rend même pas compte qu'on fume. Et en fait, on allume une clope pour se concentrer, mais parce qu'en fait, c'est l'envie de nicotine qui nous déconcentre. On serait très bien capable de se concentrer sans cigarette, finalement. Et la dernière situation dont il parle, c'est la décontraction. Et toujours dans la même logique, qu'est-ce qui fait que notre décontraction, elle est pas totale? C'est le manque de nicotine. Et donc, en fait, il déconstruit vraiment ce truc-là, quoi. Il parle aussi des situations de groupe et de tous les enjeux de mimétisme, de sociabilité, de sentiment d'appartenance à un groupe qui nous pousse à fumer quand on est en groupe. Il va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on continue de fumer. Et ce qui est cool, c'est que, en tout cas, moi, je m'identifiais vraiment aux exemples qu'il prenait. Et ça m'a permis de beaucoup mieux me comprendre par rapport à ce truc-là. Et de pouvoir aller vers l'arrêt du tabac avec quelque chose de joyeux et d'enthousiasmant, en me disant, je suis en train de me libérer d'une aliénation. Je suis pas en train de renoncer à un plaisir. Et c'est ça qui est central dans cette méthode-là. Et moi, je sais que ça m'a vraiment fait changer de regard et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et là, on arrive à un moment de la méthode où moi, je sais que ça m'avait fait chier. En vrai, ça m'avait un peu dérangé, mais finalement, en tout cas pour moi, j'ai fini par reconnaître que ça s'appliquait à mon cas, où il disait ça sert à rien de ralentir, ça sert à rien d'essayer de maîtriser sa consommation. C'est là où on s'inscrit plus dans une démarche de réduction des risques, mais vraiment d'abstinence. Mais lui explique que, en fait, le fait d'essayer de ralentir sa consommation de clopes, en se disant, par exemple, je m'autorise à en fumer qu'une seule par jour, lui, il apparente ça un peu à une forme, c'est presque de la torture qu'on s'inflige, quoi. Parce que, en fait, on va réinjecter de la nicotine fraîche dans notre cerveau quand même à intervalles réguliers. Du coup, on va entretenir la dépendance, on va entretenir le manque. Et en fait, on va passer notre journée à penser à cette clope qu'on a hâte de pouvoir s'autoriser. Et du coup, déjà, on continue de percevoir la clope comme un plaisir et l'arrêt comme un renoncement à quelque chose. Et en fait, on entretient... Déjà, du coup, on ne sort pas du conditionnement psychologique, puisqu'on continue de percevoir la clope comme une récompense, un plaisir, machin, et on ne sort pas de la dépendance physique. Et du coup, en fait, on ne rompt pas du tout ce cycle-là, et on continue d'être toujours lié psychologiquement et physiquement à la cigarette. Donc lui a vraiment ce truc de dire, ça sert à rien d'essayer de réduire, vous faites que prolonger votre souffrance, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais réussi à ralentir. J'arrive à ralentir pendant un temps. Et puis, à partir du moment où je retouche à une clope, c'est cette espèce de réaction en chaîne qui se remet en place. Et puis, je finis par me retrouver de nouveau à enchaîner les clopes toutes les 30 minutes. Et je sais pas si c'est généralisable, mais en tout cas, moi, je sais que j'avais vraiment ce truc où j'espérais pendant un moment me dire, moi, j'aimerais bien être une fumeuse occasionnelle. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, non, je ne peux pas être une fumeuse occasionnelle. Et en fait, tant mieux. Et c'est même pas triste. C'est vraiment ce truc-là. Et pareil, là où c'est un peu
clivant, et moi je suis pas sûre d'adhérer non plus, mais je vous rapporte simplement ce qui est dit là-dedans, c'est que lui déconseille la substitution en disant en fait la substitution ça sert à rien parce que en soi le manque physique de nicotine il est très gérable. Le plus dur c'est le conditionnement psychologique, de continuer de penser que la clope c'est un truc dont tu te prives et qui est un plaisir, et t'auras 2-3 semaines où tu vas traverser le manque, on va dire physiquement, mais il disait c'est à la portée de tout le monde, personne n'est irrécupérable, personne, peu importe ta consommation de cigarettes, c'est complètement possible d'arrêter. Et lui disait, en fait, c'est juste, encore une fois, dans cette idée c'est juste prolonger la dépendance. Alors moi, je suis pas sûre d'être d'accord avec ça, parce que je me dis qu'à partir du moment où il y a des gens que ça peut aider, pourquoi pas. Enfin, faut pas que ça devienne dogmatique. Mais d'un autre côté, ça m'a quand même fait réfléchir. Moi, aujourd'hui, je fume plus, mais je fume encore la cigarette électronique. Et en fait, je me rends bien compte qu'à chaque fois que j'ai plus de batterie ou que je la perds ou quoi, je refume des clopes. Même si je n'en ai pas envie, même si je trouve ça dégueu. Et en fait, le jour où j'ai plus de cigarette électronique, je redeviens fumeuse. En fait, je le sais. Et en fait, pour l'instant, ça va parce que je me dis, je fais ce que je peux avec ça. Mais c'est pour ça que je me dis quand même qu'un jour, j'aimerais arrêter la cigarette électronique, parce que quand je pense encore à cette lecture-là et je me dis, oui, je suis quand même en train d'entretenir un rapport à la nicotine qui fait que, à défaut de cigarette électronique, je suis pas non-fumeuse. Enfin, clairement. Pour autant, je l'ai quand même conseillé à mon entourage, la clope électronique, ça a quand même aidé des gens autour de moi. Donc, c'est pas, je suis pas dans des absolus, quoi. Mais voilà, lui, déconseille fortement le recours à la substitution, quoi. Et il y a vraiment ce truc de, c'est possible d'arrêter, et c'est possible d'arrêter maintenant. Il n'y a pas de bon moment, ce sera toujours plus dur. Demain sera plus compliqué qu'aujourd'hui parce que ta dépendance, elle sera de plus en plus ancrée. Et c'est possible d'arrêter dans la joie, quoi. Dans la réjouissance de se dire, putain, je sors d'une aliénation. Finalement, le manque physique, il est gérable, il va passer. Et de prendre une résolution ferme en se disant, plus jamais je fumerai. Et ça va être cool, en fait. Et ça va être un soulagement, et ça va être chouette. Et je sais que je ne renonce à rien. Au contraire, les moments cool, ils seront toujours aussi cool. Les moments stressants, ils seront toujours stressants. Mais ils seront d'autant plus cool que je fume pas. Et ils seront d'autant moins stressants que je fume pas. Et en fait, c'est un peu ce truc-là. Je vous recommande de le lire par vous-même, parce que là, c'est vraiment un très gros résumé que je vous ai fait. Et puis, il y a pas mal de répétitions dans le bouquin. Il y a une espèce de, je pense, de déconditionnement où c'est intéressant de le lire. C'est chouette à lire. Du coup, c'est pas du tout culpabilisant, en fait. Et ça aussi, moi, j'avais énormément de mal à aller lire des trucs par rapport à l'arrêt du tabac, parce que je me disais, putain, ça va me culpabiliser. Si j'y arrive pas, ça va jouer sur la peur, et je vais me dire, j'y arrive pas, et j'ai encore plus conscience que je vais mourir. Enfin, j'avais vraiment ce truc où ça me faisait chier de lire des bouquins là-dessus. Et là, je pense que c'est la première fois que j'ai lu un truc où lui-même dit, continuez de fumer pendant la lecture du livre. Il y a pas de souci. Pendant que vous lisez le livre, continuez de fumer. Et à la fin du livre, ce sera avec joie que vous prendrez votre résolution par rapport à vous-même. Et c'est cool parce que les exemples, ils sont hyper inclusifs, ils sont chouettes. C'est une lecture qui est pas désagréable, quoi. Et rien que pour ça, je me dis, ça vaut la peine d'essayer. Enfin, moi, je le recommande vraiment. Si ça vous parle pas, c'est OK, il y a pas de souci. Mais je sais que, moi, ça m'avait grave, grave aidé, et ça m'avait vraiment permis de le vivre avec moins de souffrance. Et à partir de ce moment-là, voilà, ça vaut le coup. En plus de ça, c'est gratuit, c'est en accès libre, on vous le met en lien dans la description. Et si vous avez envie de jeter un œil, je vous y invite. Voilà.